Et puis, on commence à avoir un nouvel enjeu de déploiement, qui est que, surtout pour BetaGouv, mais pour l'État, je pense de manière générale, on a beaucoup développé, mais beaucoup pour BetaGouv, cette logique de, on a des services numériques, impact, des startups, des sortes de startups d'État, voilà. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, on se retrouve avec quand même, allez, BetaGouv, c'est plus de 200 produits numériques qui ont été créés en 10 ans. Alors, il y en a qui se sont arrêtés, enfin, il y a de tout, hein. C'est pas 200 produits numériques qui sont actifs, etc. Mais ça fait beaucoup de produits, beaucoup d'actifs. Et du coup, les enjeux de déploiement ne sont plus du tout les mêmes. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant une heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Product Leader Stories où j'ai le plaisir d'accueillir Yoa aujourd'hui. Yoa, merci d'être là. On a la chance d'avoir une spécialiste produit au sein de l'administration, donc on change un peu d'univers. Yoa, ce que je te propose avant toute chose, c'est de te présenter, nous expliquer un petit peu qui tu es et quel est ton parcours. Merci beaucoup, Martin. Alors moi, ça fait 2 ans que je travaille à la direction interministérielle du numérique. Donc c'est une direction qui fait partie des services du Premier ministre. C'est la direction qui s'occupe de la stratégie numérique de l'État, donc de tout ce qui va être la feuille de route du numérique de l'État, mais aussi de produire un certain nombre de produits numériques qui vont servir à l'ensemble des administrations. Et quand je dis l'ensemble des administrations, c'est à la fois les ministères, donc ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, ministère de la transition écologique, etc. Mais aussi les opérateurs qui dépendent de ces ministères. Donc je pense à France Travail, l'ADEME, l'IGN et bien d'autres. Et y compris, on travaille aussi parfois avec les collectivités territoriales. Donc c'est vraiment dans un sens assez large. Assez global. Voilà, exactement. Et donc avant ça, moi, j'ai fait du conseil de design de politique publique pendant 2 ans. Et j'ai travaillé là beaucoup moins sur des sujets numériques, mais aussi toujours en lien avec le secteur public. Et encore avant ça, je travaillais à la fabrique numérique des ministères sociaux. Et j'ai été chargée de déploiement, puis après j'étais product manager sur une start-up d'État. Et puis j'ai un profil, moi j'ai fait des sciences sociales du numérique, donc voilà, tout ce qui va être histoire de la technique, de l'innovation, analyse de l'usage du numérique dans la société. Et donc j'ai un profil un peu particulier, on va dire, parce que c'est vrai que je ne retrouve pas beaucoup de sociologues du numérique dans l'administration ou dans le secteur privé d'ailleurs, dans tout ce qui va être produit numérique. Et puis j'ai fait du design aussi, du design UX en complément de mes études, donc voilà, j'ai un profil assez hybride. Là, c'est intéressant de savoir un petit peu comment ce background il t'a amené, et on en parlera un petit peu après, mais vers le monde du produit. Et on voit quand même des liens, notamment peut-être l'UX, comme tu disais, l'expérience utilisateur qui pourrait être un beau lien autour de tout ça. Peut-être avant de démarrer, pour les personnes qui connaissent peut-être un petit peu moins bien l'administration, est-ce que tu peux voilà, nous expliquer un petit peu comment la direction du numérique de l'État est organisée, comment elle opère sur la partie produit, sur ces produits numériques, avec peut-être les autres ministères, avec les utilisateurs finaux, avec des établissements publics, comme tu le disais, et du coup, comment vous êtes structuré au sein, je pense que tu vas parler de BetaGouv aussi, Oui. de la cellule dédiée voilà, à l'accélération de produits, mais tu diras mieux que moi et l'expliqueras mieux que moi. Ok. Alors, dans les missions de la direction interministérielle du numérique, comme je disais, il y a le pilotage de la stratégie numérique de l'État. Donc, il y a tout un volet de notre activité qui va être de définir un peu quelles vont être les grandes orientations, les grands principes clés sur lesquels on va travailler dans les prochaines années dans le numérique de l'État. Et donc, parmi ces principes clés, aujourd'hui, on a un gros focus sur la transformation numérique de l'État vers le mode produit.
Donc vers plus d'agilité, vers l'adoption du produit au sein des équipes à la fois de la DINUM, mais aussi des ministères avec lesquels on travaille. Et donc la DINUM, elle a un rôle de transformation aussi. Et donc elle se positionne comme un acteur qui va venir appuyer, conseiller les ministères dans leur transformation numérique. Presque un cabinet de conseil interne, en fait, qui vient... Oui, on pourrait dire ça, exactement. On pourrait dire ça. On pourrait dire que c'est une sorte de cabinet de conseil. En tout cas, on a cette posture de mentorat, appui, conseil, expertise. Coaching. Exactement. Donc ça va être un des volets de notre activité. Donc on a tout un département qui est vraiment dédié à ça. On va avoir tout un département aussi qui est dédié à ce qu'on appelle le réseau Internet de l'État. Donc vraiment là, on est sur l'infrastructure qui va permettre d'avoir accès à Internet pour tous les ministères. On a un autre département qui va être celui de Betagouv. Donc Betagouv, c'est un programme d'innovation qui a une dizaine d'années. Et c'est le programme qui a ramené le produit numérique au sein de l'administration. Mais je vais revenir un petit peu plus en détail là-dessus parce que c'est là où moi je travaille. Et donc, je lui laisse une place de choix, Betagouv, du coup, dans mon discours. Et puis après, on a tout un volet qui va être aussi ce qui va concerner les référentiels et puis l'environnement de travail numérique des agents. Donc, tous les produits numériques qui vont servir au quotidien pour les agents, donc éditeurs bureautique, ouais. Exactement, bureautique. Et donc ça aussi, c'est nous qui les opérons en propre depuis la DINUM. Et puis après, on fait aussi d'autres types de produits numériques. On va voir tout ce qui va être des produits numériques, on va dire interministériels, donc qui ne sont pas rattachés à un seul ministère, à une seule politique publique, mais qui vont servir à l'ensemble des ministères. Donc typiquement, France Connect, c'est un produit que tout le monde connaît. Et c'est un produit qui est opéré à la DINUM, mais on a aussi après tout ce qui va être des API de l'État, Datagouv, tout ce qui va concerner la circulation et l'ouverture des données, sur lesquels je pourrais aussi revenir, qui sont des produits qu'on opère nous en propre. Donc voilà, donc, si je résume, il y a tout le volet conseil, expertise, appui, coaching. Il y a tout un volet qui va être plutôt dédié à l'innovation, des programmes d'innovation comme Betagouv. Et puis après, on a l'Internet de l'État et enfin, ce que je disais, c'est-à-dire des produits qu'on va opérer en propre parce qu'ils sont interministériels. Ok, c'est chouette. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous opérez sur la partie produit, si on fait un petit focus sur le sujet, du coup, c'est un Adinum, comment vous pratiquez le mode produit, qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous faites de spécifique là-dedans, voilà, ça m'intéresse un peu d'ouvrir le capot et de savoir comment ça fonctionne. Ouais, je te remercie de poser la question. Mais ça va me permettre un peu d'expliquer déjà comment le produit est arrivé à l'État. Donc en fait, ça fait maintenant des années que l'État a des infrastructures informatiques, numériques. Et il y a une dizaine d'années, il y a des personnes au sein de l'administration qui ont proposé en fait de commencer un programme d'innovation qui s'appelle Betagouv. Et l'idée, c'était d'importer des pratiques et des méthodes du secteur privé dans l'administration pour pouvoir mettre à jour tous les outils informatiques qu'on utilisait. En partant du constat que l'informatique dans l'État, ça coûtait cher, que les méthodes de travail n'étaient pas forcément adaptées aux nouveaux besoins des usagers qui émergeaient il y a 10 ans et qui continuent d'émerger aujourd'hui, et qu'on avait besoin de renouvellement dans ces méthodes. Et donc il y a une dizaine d'années apparaît le programme Betagouv. L'idée du programme Betagouv, c'était de prendre les méthodos agiles, le product, et de le ramener dans l'administration à travers un programme d'intrapreneuriat. C'est ça, d'incubation, et un peu en mode start-up, d'accélération. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire on a pris les méthodologies plutôt liées aux startups et on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on va les adapter pour l'administration, sachant que nous, on a une particularité, c'est qu'on n'est pas là pour chercher une rentabilité financière, on n'a pas d'enjeu de revenus en fait. On est vraiment là pour délivrer un service public, pour répondre à une politique publique. Et donc ce qu'on va rechercher, c'est la valeur à l'usager, nos objectifs d'impact. Et donc ça crée déjà une première adaptation, on va dire, du produit vis-à-vis du secteur privé. Du secteur privé dont on s'est inspiré. C'est déjà, les finalités, elles ne sont pas tout à fait les mêmes, puisqu'on n'a pas du tout cet aspect rentabilité financière. Donc on va plutôt chercher ce qu'on appelle les objectifs d'impact. Donc c'est une première différence. Deuxième différence avec le cadre. Le cadre dans lequel on travaille, il est un peu différent. Et donc c'est le cadre de l'administration. Donc il y a des défis culturels, des défis organisationnels aussi. On travaille beaucoup avec le politique.
Et on a beaucoup besoin que le politique aussi, donc quand je dis le politique, ça va être tout ce qui n'est pas l'administration. Les élus. Voilà, les élus, exactement. Donc, députés, ça peut être des maires, des conseillers municipaux, etc. Ils soient embarqués. Ou des ministres, du coup, directement. Voilà, ou les ministres directement, portent aussi le projet avec nous, qu'ils le comprennent et qu'ils le portent pour pouvoir le développer et maintenir nos produits dans le temps. Ou le faire connaître, non, j'imagine aussi. Ou le faire connaître, exactement. Donc oui, ils vont être très utiles aussi sur toute la partie déploiement, communication. Et le dernier volet qui me paraît le plus important, c'est que quand on a créé Betagoov il y a 10 ans, on a misé sur les gens. C'est-à-dire qu'on a vraiment misé sur l'intrapreneuriat et sur les entrepreneurs avant même de réfléchir, avant même d'importer, on va dire, tout ce qui va être les compétences en product management, à proprement parler. On s'est dit, on va faire du produit, mais on va le faire avec des gens. Et on va aller chercher ces gens, et même si ces gens n'ont pas la compétence produit, c'est pas grave. On va leur apprendre, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce soit des gens qui vont aller chercher l'impact et qui sont vraiment irrités par un problème de terrain. Et qui sont peut-être spécialistes du métier, non, ou de la politique publique en question. Exactement. Et quand quand tu dis spécialiste du métier ou de la politique publique, ça peut être typiquement un conseiller France Travail qui se dit tous les jours, mais en fait, comment est-ce que je fais en sorte que mon demandeur d'emploi il trouve un travail plus facilement, il trouve plus rapidement l'information dont il a besoin en ligne. Ou j'ai repéré cet irritant dans le parcours du demandeur d'emploi, j'ai envie de le résoudre, et il viendrait le résoudre à travers votre programme et à travers vous en accélération. Exactement, c'est exactement ça. Et du coup, ça c'est un exemple. Ouais. Ça peut être aussi typiquement un sujet que je connais bien, mais voilà, je suis face, je sais pas, je suis une assistante sociale par exemple, et je suis face à un public, j'ai envie de les aider à comprendre les droits auxquels ils ont droit, donc les aides sociales auxquelles ils ont droit. Et j'ai envie d'en faire un produit numérique. Bon, ça, c'est aussi des irritants de terrain. Et donc, on s'est dit, on va vraiment miser sur l'intrapreneuriat, sur ces personnes-là. Et c'est comme ça qu'on a ramené, on va dire, toutes ces logiques dans l'administration. Et donc, je dirais que c'est un peu la troisième adaptation qu'on fait par rapport aux produits. On a beaucoup misé sur les intrapreneurs et leur appétence pour la résolution de problématiques d'intérêt général par le numérique. Alors ça, c'est un point qui va m'intéresser parce que c'est extrêmement original. Dans le privé, pour faire des parallèles et pour aider aussi notre auditoire, tu as ce qu'on appelle souvent la DSI. Vous avez des compétences de DSI au sein d'Adinum, comme tu disais, l'environnement de travail, l'architecture de l'entreprise au global, cloud, etc. Et on crée, alors parfois c'est dans la DSI même, tant mieux, de temps en temps, ou parfois on fait des structures d'accélération dans le privé qui vont s'appeler des Digital Factory. Mais tu vois, dans le privé, les métiers vont plutôt être des parties prenantes, ils ne vont pas être les artisans de la réalisation du produit, ou ça va être plutôt des product managers de métier. Alors, est-ce que justement, vous associez ces intrapreneurs qui sont plutôt des experts métiers, qui ne sont pas des spécialistes du produit, comme tu le disais, à des spécialistes produits, ou vous les coachez, savoir un petit peu comment ça s'organise pour les aider, et peut-être quels sont les avantages à avoir un intrapreneur qui a vécu on va dire, l'irritant ou la spécialisation. Et peut-être aussi quels sont les inconvénients, parce que bon, j'imagine que le monde parfait n'existe pas, ou les désavantages. Voilà, de ce que tu as vu, de ce que tu as reconnu. Et justement, quelle est ta vision là-dessus? Est-ce que tu es plutôt partisane? Est-ce que tu trouves que c'est parfois très limitant? Est-ce que ça devrait se faire sur certains cas, pas d'autres? Voilà. Peut-être étayer un peu ce sujet où je trouve intéressant de tourner autour de l'intrapreneur. Alors, à l'origine, il y a la théorie, puis il y a la pratique. En théorie, quand on a imaginé le programme il y a 10 ans, on s'est dit, OK, on va prendre des personnalités, du terrain, des personnes qui connaissent très bien le métier, qui connaissent très bien le terrain aussi. C'est-à-dire qui viennent du métier, mais qui sont au contact de l'usager. Donc pas nécessairement des personnes qui sont dans l'administration centrale ou dans les bureaux, mais des personnes, comme je disais, la conseillère France Travail, ça peut être une personne qui s'occupe de coordonner les travaux autour des mines, ça peut être... voilà, il y a plein d'agents publics qui sont sur le terrain au quotidien, donc déjà c'était une première condition. Et deuxième, on s'est dit, et ces personnes-là, on va les former aux produits, et puis ensuite elles vont opérer la transformation numérique de l'État. Et
y avait un peu voilà, cet idéal-là, parce que ils seront, voilà, ils vont monter en compétences sur le produit, et en fait, ça va devenir des product managers, et derrière, ils vont retourner dans leur administration avec leurs produits, et puis voilà. Et ça va tout transformer. Voilà, et tout sera transformé. 10 ans après, on se dit, ah ouais, en fait, bon, ça a marché dans certains cas, et Bien sûr. on a vraiment des super exemples d'entrepreneurs. Je pense à Guillaume Levieux, qui était entrepreneur de Camino. Ah oui. Camino, qui est un service qui permet de faire de la gestion de registres miniers. En fait, aujourd'hui, il est responsable du service numérique à la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. Donc lui, effectivement, voilà, il a eu cette progression-là, etc. Mais en fait, on s'est rendu compte très vite que il y a plein de personnalités différentes dans les entrepreneurs. Il y en a qui vont être super à l'aise avec tout ce qui va être le développement, qui vont avoir cette curiosité-là aussi, cet intérêt personnel d'aller beaucoup travailler avec les devs, d'avoir quasi plus des fonctions de product owner. Et puis, il y en a qui vont être beaucoup plus proches de leur expertise métier, et qui vont être beaucoup moins à l'aise sur tout ce qui va être ce qui fait le cœur de la réalisation technique. Voilà, la réalisation technique, et ce qui fait le cœur de métier aussi d'un product manager, voilà, d'imaginer les user stories, voilà, de coordonner l'équipe, de définir la vision du produit. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a plusieurs modèles. Mais par contre, peut-être meilleur dans l'exploration, tout ce qu'on appelle la discovery. Exactement, bien meilleur sur toute la partie UX, défendre aussi le point de vue des usagers, aller chercher de l'impact, prioriser au bon endroit. Donc, il y a des avantages et voilà, il y a des inconvénients. Et du coup, on a petit à petit un peu plus, le modèle est devenu un peu plus flexible. On s'est dit, voilà, il y a certains entrepreneurs qui vont être... alors, tous les entrepreneurs sont accompagnés en général de coachs, surtout en début de phase, quand les produits commencent commencent leur incubation. Et puis, petit à petit, on a vu qu'il y avait des entrepreneurs qui préféraient travailler avec des product owners, donc, qui travaillent très bien en binôme product owner, entrepreneur. Et puis, il y a des entrepreneurs qui vont vraiment avoir assumé ce rôle de PM, et qui vont être très à l'aise sur la partie technique. Mais les deux modèles peuvent parfaitement cohabiter. Aujourd'hui, on a une communauté de 1400 membres au sein de BetaGouv. Donc en fait, il y a vraiment plein de modèles différents. Et en ce qui concerne ma conviction personnelle, pour moi, je me situe beaucoup du côté des entrepreneurs. Je pense que c'est ce qui fait notre différence au sein de BetaGouv et au sein de la DINUM, sans opposer évidemment les autres compétences. Comme je disais, en plus, il y a énormément de modèles possibles, mais ce que je trouve qui est super important, c'est cette vision de terrain. Et sans ça, on peut vite s'éloigner, soit prioriser les besoins de l'administration, soit prioriser les besoins du ministre. Je trouve que l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, il a vraiment ce lien avec le terrain, il sait ce qui se passe dans la vraie vie. Et comme nous, notre objectif, c'est pas les revenus, c'est pas la rentabilité financière. Si on perd ce lien avec le terrain, du coup, oui, ça porte plus d'intérêt. Voilà, on perd notre valeur essentielle. Et on n'a plus notre étoile du Nord. Donc c'est facile de la perdre. Donc c'est vraiment essentiel pour moi d'avoir ce côté entrepreneur. Aujourd'hui, 10 ans après aussi, dans le produit, dans l'administration, on a changé d'échelle. Donc il n'y a plus que il y a le programme d'innovation BetaGouv. Il y a aussi plein d'autres administrations hors de la DINUM qui se disent OK, maintenant dans la stratégie numérique de l'État, il y a la transformation numérique par le mode produit. Donc on va se mettre à l'opérer chez nous. Et puis aussi à prendre du legacy pour essayer de passer d'une logique projet à une logique produit. Sur ces nouveaux, on va dire, modèles, là, c'est vrai qu'en général, on va recruter plutôt des product managers qui ont le métier de product manager. On sort du cadre programme d'innovation. Et là, il y a beaucoup plus de diversité. Et en général, c'est plutôt des product managers de formation ou des personnes qu'on va former pour devenir product manager. Mais on est sur une autre logique encore que ce qu'il y a chez BetaGouv. On est vraiment sur le passage de legacy projet à produit. Bon, je suis content d'entendre dire que le produit, c'est un axe stratégique de l'État au global et de l'administration. Ça, c'est extrêmement chouette, je trouve, pour faire des solutions numériques qui ont plus de sens pour les citoyens, les entreprises, les associations.
Mais comme tu le disais, tu l'as évoqué une ou deux fois en filigrane, et notamment lié aux intrapreneurs, il y a une logique de transformation. On en parlait tous les deux en off tout à l'heure, notamment la gestion des budgets, la structuration des budgets qui n'est pas organisée pour faire du mode produit, mais je pense que c'est un défi parmi tant d'autres. Voilà, comment on va vers cette transformation et une logique produit plus globalisée, hein, en quoi la DINUM est aussi peut-être, j'imagine, un fer de lance, en quoi le programme BetaGouv pousse cette transformation. Ouais. Tu peux peut-être nous en parler un peu? Alors, si j'avais la réponse, je pense que je serais... Ministre voilà, du numérique. exactement. Pas moi. Donc, non, je pense que c'est une question qu'on continue un peu d'explorer au quotidien, mais on n'a pas trouvé la recette magique. Et d'ailleurs, j'étais rassurée aussi en regardant les autres épisodes de constater que les collègues du secteur privé ont aussi ces problématiques. Et en fait, comme je disais, donc, le programme BetaGouv, à l'origine, c'était de dire, OK, grâce à ces entrepreneurs qui vont retourner dans leur administration une fois le programme d'incubation terminé, donc ils viennent, on les forme, Ça va faire des petits. ils incubent, etc. Ça fait des petits, ils retournent, et ça, voilà, ça prend. Ça foisonne, ouais. Voilà, ça foisonne. On a vu que ce modèle-là, il ne fonctionnait pas toujours. L'entrepreneur, il retourne dans son administration. En fait, son administration n'a pas compris le changement qui s'est opéré pour lui. Donc, ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on travaille, on va dire, sur deux volets un peu différents. On a toute la partie programme d'innovation avec BetaGouv, et on a aussi, on va dire, on fait de la transfo plus classique, donc avec du mentorat, d'accompagnement, où on essaie plutôt de regarder du legacy et comment est-ce qu'on peut petit à petit passer d'une logique projet à produit. Et ça passe beaucoup par de la formation. Et puis, la première étape en général qu'on a quand on accompagne les ministères, on essaye de mettre en place ce qu'on appelle des comités d'investissement. Donc, les comités d'investissement, c'est comme un board dans une start-up, dans une entreprise. Qui va valider ou invalider. Exactement, qui va valider ou invalider l'impact d'un produit ou d'un projet en l'occurrence. Donc, ça va être la première occasion de se dire, OK, et ce projet, qu'est-ce qu'on a envie de lui faire faire ? Et déjà d'aligner tout le monde autour de ça. Mais les changements, enfin les défis, ils sont assez massifs. Il y a des défis d'ordre culturel. Il y a encore beaucoup d'administrations qui sont organisées en mode, il y a une MOA, une maîtrise d'ouvrage, une maîtrise d'œuvre. Et donc c'est pas toujours très facile, c'est pas toujours évident de savoir où sont les rôles et les responsabilités. Et en fait, il y a plusieurs modèles qui commencent à se dessiner. Je reprends l'exemple de la DGALM, donc, la direction, qui est une des directions du ministère de la Transition écologique. Eux, ils vont plutôt avoir des product managers donc, qui vont être directement dans les bureaux métiers. Donc en fait, les services, ils sont rattachés au bureau métier. Et puis après, il va y avoir d'autres modèles où en fait, on a des directions du numérique, où sont tous les produits, et il y a un lien avec les bureaux métiers. Donc ça dépend aussi de, on va dire, la culture et l'appétence des bureaux métiers au numérique. Il y en a qui vont être très éloignés de par leur fonction, parce que, je ne sais pas, ils vont être plutôt juristes, et donc beaucoup plus éloignés des sujets numériques. Et puis, alors c'est pas toujours vrai, hein, évidemment, je force un petit peu le trait, mais voilà, puis il y a d'autres qui culturellement vont être beaucoup plus proches du numérique, de par leur formation ou par leur appétence. Donc ça va dépendre un petit peu de chaque ministère. Je te rassure, c'est la même chose dans la sphère privée. Tu peux avoir des product managers qui sont côté métier, d'autres qui sont côté plutôt dans la DSI. Ça dépend à peu près qui porte la responsabilité de quoi, sur quel scope en fait. Et c'est très lié effectivement à la culture ou au niveau de maturité. Donc c'est marrant que ça existe aussi au sein de la sphère ministérielle, que ça soit différent. Exactement, nous c'est un peu la même chose. Et après, effectivement, tu parlais des budgets, etc. Nous, on est quand même, c'est ce que je disais au début, on a un cadre qui est quand même pas toujours, qui est un peu rigide, qui est aussi celui de, en fait, nos budgets, ils sont votés par l'Assemblée nationale. Donc, il y a un projet de loi de finances chaque année. Ça détermine le budget de tous les projets de l'État par an. Et donc ça aussi, c'est des évolutions avec lesquelles on doit, des contraintes avec lesquelles on doit évoluer, on doit composer exactement. Et ça fait que c'est pas toujours évident d'avoir beaucoup de flexibilité, mais on y arrive. On essaye et on y arrive, et
ça arrive de plus en plus dans l'administration. Ce qui est intéressant, tu le disais, dans l'administration, c'est qu'il n'y a pas forcément de logique. Bon, il y a une logique de consommation, et tu en parlais avec les contraintes budgétaires, mais il n'y a pas de logique de génération de revenus. On peut se concentrer sur l'usage, l'utilisateur, et tu parlais de l'enjeu de l'intrapreneur pour avoir cet angle terrain qui est très fort. Est-ce que aujourd'hui, on a parlé de contraintes donc budgétaires, on sait qu'il y a des contraintes légales dans l'administration, mais aussi on avait envie de parler, toi et moi, de leviers, et tu me disais qu'il y avait beaucoup de leviers aussi. Et je pense à la capacité à faire des technologies communes, à faire du partage. Il n'y a pas d'enjeu, comme dans un acteur privé, d'avoir du secret industriel, d'avoir des brevets, etc., quand on est dans l'administration. Donc le numérique peut aussi être un vecteur, j'imagine, de mutualisation, de partage. Je crois que tu connais un petit peu le sujet des communs numériques que vous travaillez aussi. Voilà, quelle est ta vision là-dessus? Peut-être, est-ce que tu veux nous en parler? Et c'est peut-être un vecteur de transformation aussi. Tout à fait. C'est tout à fait un vecteur de transformation et c'est mon vecteur de transformation préféré. Ah, tant mieux. Vraiment, parce que j'y crois beaucoup, enfin, c'est vraiment une conviction personnelle, les communs numériques. Déjà, je pense que c'est quelque chose qui est un peu différent, encore une fois, du secteur privé. Et puis d'autres acteurs de manière générale, y compris d'autres acteurs, d'autres administrations étrangères. En France, la DINUM et donc l'État a une politique très marquée et volontariste sur les communs numériques, sur les logiciels libres et l'open source. Pourquoi est-ce qu'on se porte là-dessus? Alors oui, effectivement, on a moins d'enjeux liés aux revenus, à la rentabilité financière, donc on a moins d'enjeux à faire du code secret, voilà, Fermé. cacher son code à fermer, même si culturellement, c'est quand même beaucoup le cas. Alors, en 2016, il y a eu la loi pour une république numérique qui consacre quand même toute une partie du texte, consacre le fait d'avoir des codes sources ouverts, Bien sûr. sauf en cas évidemment de secret militaire, Oui. etc. Évidemment, ça s'exclut. Mais sinon, le principe, c'est... Oui, sauf tout ce qui touche la souveraineté. Ça... Ouais, voilà, il n'y a pas d'ouverture possible. Mais par contre, sur le reste, on est plutôt sur une logique public money, public code. Donc en fait, si c'est financé par de l'argent public, il faudrait que ça soit du code partagé. Voilà, c'est du code ouvert, il n'y a pas de raison que ce soit caché, fermé, etc. Bon, on est encore loin culturellement, mais il faut savoir quand même que c'est inscrit dans notre loi. Il y a tous ici. Et donc, il y a déjà ce principe législatif fort. Et puis, en plus de ce principe législatif, il y a aussi une volonté de l'État de travailler sur et les logiciels libres et les communs numériques. Et ça va parfaitement en lien avec ce que tu disais, c'est-à-dire le fait qu'on n'a pas d'objectif de rentabilité financière. Au-delà de ça, pourquoi est-ce que les communs numériques, c'est intéressant? Et déjà même avant, qu'est-ce qu'un commun numérique? Parce que je ne l'ai pas dit. Mais un commun numérique, c'est une ressource. Ça vient vraiment du concept de commun défini par Elinor Ostrom. Donc les communs plutôt physiques, comme je sais pas, un parc, l'eau, etc. Là, un commun numérique, c'est une ressource ouverte, partagée, où il va y avoir une gouvernance qui est elle aussi partagée. Donc ça peut être des infrastructures, une base de données, ça peut être un référentiel, ça va être des briques, une API. C'est des briques techniques qui sont pensées pour être réutilisables et dont la gouvernance est partagée. Et donc ça, c'est un axe fort de notre travail et on le fait parce qu'on pense que déjà, il y a des enjeux derrière de mutualisation des efforts. En fait, on se rend compte qu'il y a plein d'administrations qui font un peu la même chose. Alors typiquement, je prends un exemple qu'on n'a pas résolu, mais le CRM, alors ça revient tout le temps. Chaque administration développe un peu sa propre brique logicielle de CRM, etc. Donc on se retrouve avec plein de codes de CRM un peu dans tous les sens. On peut se retrouver avec aussi des sujets sur lesquels il va y avoir des puissances technologiques étrangères qui vont développer des services numériques qui vont avoir un monopole. Et donc, on ne dit pas forcément que c'est négatif, on dit juste que c'est intéressant d'avoir des alternatives qui vont être européennes, françaises, sur lesquelles on va avoir de la marge de manœuvre en termes de RGPD, d'accessibilité, de protection des données, d'hébergement. Et donc, on va chercher aussi de la souveraineté. Et donc,
Ça aussi, ça fait partie de nos objectifs forts. Et le fait d'avoir des briques logicielles sur lesquelles nous on travaille, qui sont ouvertes, sur lesquelles il y a une gouvernance partagée, ça renforce aussi cet aspect de souveraineté. Et ça permet à des acteurs privés aussi de s'en servir. Quand je pense commun numérique, pour donner peut-être un petit peu plus pour illustrer un peu Ouais, plus c'est un concrètement, exemple où. oui. Par exemple, je pense aujourd'hui à un produit qui s'appelle Docs au sein de la suite numérique de l'État. Donc la suite numérique de l'État, c'est une suite type Google, Microsoft. Une alternative à ces acteurs-là, justement. Exactement, c'est une alternative à ces acteurs-là. Et donc Docs, c'est un éditeur de texte qui se veut plutôt une alternative libre à Outline, Notion, ce genre d'outils. Et Docs, ça a été développé comme un commun numérique depuis le départ. C'est-à-dire que la brique logicielle de Docs, elle est documentée. En fait, ce qui change quand on fait des communs numériques, c'est qu'on ne pense pas seulement à notre cas d'usage précis. On ne se dit pas, ah tiens, moi j'ai besoin d'un éditeur de texte, donc je vais faire un éditeur de texte. Qui me ressemble. Ouais. Voilà, qui me ressemble et qui va servir à moi. Là, l'enjeu, c'est dès le début, dès la conception, on se dit, ok, mon produit va être réutilisé par d'autres gens. Il doit être réutilisé même. Ça fait partie de mes objectifs. Comment est-ce que je fais en sorte qu'il soit réutilisé ? Et donc là, on pense directement à une documentation qui va être hyper claire. Voilà, vraiment, on est sur la crème de la documentation. On va penser des architectures, des architectures adaptées, de l'interopérabilité. Comment est-ce que les gens vont pouvoir réutiliser facilement le code. Et le fait d'ouvrir le code, c'est-à-dire de rendre mon code disponible, c'est tout un travail différent du fait de le rendre réutilisable. C'est pas du tout le même travail. Un des exemples, c'est vraiment la documentation, 100% rentrer dans la technique. Par exemple, moi, avec mon équipe, je peux passer sur la documentation à expliquer, voilà, telle brique, ça sert à ça, voilà pourquoi on a pris ce choix logiciel, pourquoi on a changé telle fonctionnalité en ça. Donc, voilà. Donc, pour revenir sur Docs, effectivement, c'est conçu comme un commun numérique. Et pourquoi est-ce que c'est un commun ? C'est à la fois parce qu'il est pensé, il est public, réutilisable, ouvert. La licence aussi va être la moins restrictive possible. Donc c'est une licence qui va permettre sa réutilisation de manière gratuite, libre, etc. Donc il y a aussi des enjeux juridiques derrière, de bien penser la réutilisation. Et ça va être un produit qui a une gouvernance partagée. Et donc aujourd'hui, c'est un produit qui est assez intéressant parce qu'en fait, c'est une collaboration franco-allemande. Donc c'est l'État français et l'État allemand qui se sont dit, on va faire un éditeur de texte ensemble. Ah, sympa. Ouais, donc c'est même niveau européen, le c'est même niveau européen. Souvent, ce qui fait peur un peu aux acteurs privés, ce que je peux comprendre, c'est « Ah oui, mais attendez, si l'État se met à faire des éditeurs de texte, du coup, nous, on a quel rôle ?» Oui, ça vient rentrer en concurrence. Exactement. Et en fait, c'est là où je trouve c'est un peu la magie du commun numérique, c'est-à-dire, en fait, le commun, il appartient à tous. Et donc, l'idée, c'est que les acteurs privés puissent eux aussi s'emparer de cette brique logicielle et dire ok, moi en fait je vais l'héberger chez moi, enfin je vais en faire une instance et je vais l'agrémenter d'autres fonctionnalités, en faire quelque chose d'autre que je vais pouvoir vendre ou revendre potentiellement. Exactement, revendre potentiellement différent. Mais au moins on sait qu'on a la même base de code, que c'est des solutions souveraines, accessibles, etc. Donc ça c'est un exemple. Et après, j'ai plein d'autres exemples sur des produits sur lesquels moi je travaille. Ça peut être des communs qui sont faits par l'État. Il y a aussi des communs qu'on va aller chercher dans la société civile ou chez les acteurs privés. Donc, ils ne vont pas forcément être des communs sur lesquels on a nous créés. Ouais. Ok. Donc, voilà. Là-dessus, il y a par exemple OpenFisca, qui est un moteur de calcul. Donc, ce que ça permet, OpenFisca, c'est de calculer des prestations sociales, par exemple, de modéliser des prestations sociales. Donc, quand je dis prestations sociales, ça va être RSA, CMU, active, exactement. N'importe quelle prestation sociale. Voilà, oui, il faut calculer. Ou les APL qui parlent beaucoup de gens. Exactement. Les APL, et donc ça va permettre de modéliser ça. Donc, dans un langage informatique, il y a un texte qui dit les APL, vous y avez droit si, machin, etc. On le transforme en code. Et donc, c'est ça que ça fait OpenFisca. Bon, ça, c'est la société civile qui a développé ce produit. L'État français a investi dedans. Et aujourd'hui, c'est une association
qui a une gouvernance partagée avec plusieurs pays d'ailleurs, et des acteurs. Alors il y a des acteurs publics, il y a des acteurs privés, et il y a même des développeurs indépendants, des citoyens engagés, Ouais, qui maintiennent le pur logiciel libre. Voilà, pur logiciel libre, exactement. Oui, comme on pourrait connaître à l'international, peut-être pour donner un exemple. Ouais. J'imagine que vous êtes peut-être inspiré de ça, mais il y a Mozilla qui Ouais, est exactement. une fondation internationale pour construire un moteur de recherche, là où tu peux avoir un Google ou autre, pour ne pas les citer, Apple, etc., qui proposent leur propre moteur de recherche, Microsoft. Ouais, ou Wikipédia, c'est un autre exemple. Ah oui, Wikipédia, excellent, De commun numérique. excellent exemple. Ouais. C'est assez facile à comprendre, c'est-à-dire, voilà, il y a un dictionnaire. Encyclopédie libre. Chacun peut contribuer. Tu peux te créer un. Et tu peux même financer en plus. Tout à fait, tu peux aussi financer. Et d'ailleurs, ça me permet de préciser quelque chose qui est important dans les communs numériques, c'est aussi la notion de contributeur. C'est-à-dire ton usager, il n'est plus uniquement juste ton usager, il est potentiellement un contributeur de ta brique logicielle. Donc il est là aussi pour améliorer le produit, pour participer à la gouvernance. Dans l'exemple de Docs, les agents publics qui vont utiliser Docs, ils sont là aussi pour faire évoluer le produit. Ils peuvent participer, si tu vas sur GitHub aujourd'hui, la feuille de route de Docs, elle est ouverte. Ah oui, tu as la roadmap. Tu as la roadmap, elle est publique, tu peux intéressant. Contribuer. Donc ça change vraiment l'organisation qu'on a aussi en termes d'équipe. Et du coup, ton product manager, en termes de compétences, ça change aussi un peu les compétences qu'on va demander au product manager. En tout cas, ça lui donne une sacrée responsabilité parce qu'il Voilà. voit que la feuille de route, elle est affichée devant tout le monde. Exactement. Ouais, ça change un peu la responsabilité. Et puis, ça demande aussi d'autres compétences qui vont être aussi de l'animation d'écosystème, en fait. Qui vont plus seulement être je fais mon produit pour mes usagers, etc. Mais comment est-ce que j'anime un réseau de contributeurs, je facilite la réutilisation, etc. Ça d'ailleurs, j'ai une petite question là-dessus, on n'en a pas beaucoup parlé, et peut-être que la notion de commun aide, c'est la notion d'usage et de déploiement, t'en parlais tout à l'heure. Moi je trouve que quelque chose qui n'est pas facile, c'est que parfois, et c'est mon passé aussi à avoir travaillé pour l'administration, il y a des belles solutions mais qui ne sont pas connues ou utilisées par manque de diffusion, manque de savoir par rapport à l'existant ou d'usage, d'adaptation. Enfin, c'est compliqué aussi, il y a une courbe du changement. Est-ce que justement cette notion de commun, comme tu le disais, passer d'usager à contributeur, elle aide aussi peut-être à l'acquisition, à l'usage? Est-ce qu'elle aide au faire savoir? Du coup, est-ce que ça peut aider à être un vecteur de diffusion? Oui, non. Et comment vous diffusez aussi toutes ces solutions ces produits qui sont lancés aujourd'hui? Parce que ça, c'est un sacré défi quand même chez vous, j'ai l'impression. Ouais, c'est un sacré défi et c'est intéressant comme question. Parce qu'il n'y a pas de budget marketing dans ça l'État. Non, il n'y a pas de budget marketing. Donc déjà, la notion de déploiement, c'est aussi une compétence. Tout ce qui va être l'acquisition, l'équivalent des account managers, etc. Ouais, gérer le point de contact en fait entre. Exactement. Ça, c'est des notions aussi, des compétences sur lesquelles on a beaucoup travaillé et sur lesquelles on travaille encore. Et je pense qu'il y était des notions assez nouvelles pour l'administration. L'administration, l'État a toujours fait du déploiement, hein, mais ces techniques de déploiement qui viennent plutôt... oui, c'est plutôt du déploiement technique, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est des choses qui sont assez nouvelles. Enfin, bon, maintenant, ça commence à prendre, mais qui étaient assez nouvelles. Et c'est assez intéressant. Donc, est-ce que les communs peuvent aider au déploiement? J'aurais plutôt tendance à dire que pas toujours. Parce que finalement, encore une fois, il y a la théorie et la réalité. Ouais, bien sûr. Donc la théorie, c'est super, tout le monde peut contribuer, etc. La réalité, c'est que tout le monde ne contribue pas et je ne suis pas sûre que tout le monde ait vocation à contribuer. Mais par contre, en tant qu'État et en tant qu'administration publique, on a une responsabilité de rendre ça possible. Même si personne ne le fait. Ouais. Voilà. On a une responsabilité de rendre ça possible et de s'assurer qu'il y ait des personnes pour qui ce soit facile. Après, est-ce que tout le monde a vocation à devenir contributeur? Je ne pense pas. Donc en général, là sur OpenFisca, par exemple, il y a quelques administrations avec lesquelles on travaille qui contribuent. Mais je ne suis pas sûre que tout le monde ait vocation à être contributeur.
Donc, je dirais quand même que c'est deux notions un peu différentes, le déploiement et la capacité ou la facilité à contribuer. Souvent, quand je parle de bêta-gouv, de certains services qu'on fait, les gens me disent, mais attendez, pourquoi c'est pas connu? Pourquoi c'est pas plus connu, etc. Et donc là, je pense qu'on se heurte, c'est vrai qu'il y a une réalité budgétaire qui va être, des fois on a des moyens limités. Je pense qu'il y a encore des compétences, une culture du déploiement sur laquelle on doit continuer de travailler. Et puis, on commence à avoir un nouvel enjeu de déploiement qui est que, surtout pour BetaGouv, mais pour l'État, je pense de manière générale, on a beaucoup développé, mais beaucoup pour BetaGouv, cette logique de on a des services numériques, impact, des sortes de startups d'État, voilà. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, on se retrouve avec quand même, BetaGouv, c'est plus de 200 produits numériques qui ont été créés en 10 ans. Alors, il y en a qui se sont arrêtés, enfin, il y a de tout, hein. C'est pas 200 produits numériques qui sont actifs, etc. Mais ça fait beaucoup de produits, beaucoup d'actifs. Et du coup, les enjeux de déploiement ne sont plus du tout les mêmes qu'au début. Au début, on avait 2-3 produits, Oui, etc. Donc, en fait, vous pouvez y aller. Maintenant, on se retrouve à dire, en fait, peut-être qu'il y a des portefeuilles ouais. avec Il y a de nombreux actifs, quoi. voilà, ouais, ça peut plus être chaque produit fait son déploiement. Et par exemple, pour la suite numérique, donc je rappelle la suite numérique, hein, la bureautique de l'État, où il y a un éditeur de texte, un logiciel de visio, un logiciel de messagerie, un messagerie instantanée et messagerie mail. Bon, après, il y a plein d'autres outils, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, tout ça. Aujourd'hui, ils ont choisi de s'organiser. Donc au début, la fonction du déploiement, elle était dans chaque équipe. Donc, il y avait un chargé de déploiement par équipe. Aujourd'hui, ils ont décidé de mutualiser cette fonction et dire, en fait, on va avoir une équipe qui va être chargée du déploiement de la suite de manière générale, donc du portefeuille suite numérique. Et donc le recrutement, il est en cours là. On va bientôt savoir qui va être recruté. Mais du coup, je pense que ce modèle, il va avoir tendance assez logiquement À se développer. Ouais, de plus en plus, parce que sinon ça devient... En fait, après c'est bien, ça veut dire qu'on a été... on commence à être dans le passage à l'échelle sur la logique produit. Et du coup, on commence à se poser ces questions. Des questions d'industrialisation, effectivement. D'industrialisation, de gestion de portefeuille, de mutualisation des ressources. Mais c'est toujours un peu délicat parce qu'on ne veut pas non plus perdre ce qui fait l'essence du produit, c'est-à-dire nos équipes autonomes, quoi. Ouais. Donc, voilà, c'est un équilibre à trouver. Ok, très clair. Ça, c'est peut-être d'ailleurs une tendance, mais une question que j'aime bien poser pour la fin. C'est quoi les tendances du mode produit? C'est quoi les tendances du mode produit dans l'administration? Peut-être que ça va tourner autour des discussions qu'on vient d'avoir, mais voilà, je voulais ton œil là-dessus. Comment tu vois les choses, l'avenir? Qu'est-ce qui va venir challenger tout ça, perturber tout ça, sûrement dans le bon sens du terme, hein, pas forcément que négatif, mais voilà, comment tu vois évoluer les choses? Alors, une tendance qui est pas une nouvelle tendance, mais elle est quand même, pour moi, toujours d'actualité, c'est évidemment celle de l'État plateforme. Enfin, je dis évidemment, mais pour moi, c'est évident, mais en tout cas... Mais peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est ta plateforme. Donc, Exactement. Du coup, l'État plateforme, c'est l'idée que, comme Amazon ou l'Apple Store ou je sais pas, Google, etc., l'État a aussi la capacité, la responsabilité, l'opportunité de se mettre en situation d'être une plateforme et donc de fournir des briques, encore une fois, des briques logicielles qui vont permettre à d'autres de faire des produits ou qui vont permettre de diminuer le coût d'entrée pour des plus petits acteurs pour pouvoir produire des services numériques. Donc tu aiderais des collectivités locales, peut-être du monde hospitalier, non? Ouais, ça peut être ça, mais ça peut même être des acteurs... Des associations, des entreprises, ouais. ouais. Des entreprises. Ça peut être des entreprises. Je reprends mon exemple sur les prestations sociales et Open Fisca. Typiquement, Open Fisca, c'est une brique logicielle qui a été financée par l'État pendant longtemps. Ça permet de modéliser tout ce qui va être le système socio-fiscal, donc toutes les règles de calcul, je disais, de prestations, ça peut être de l'impôt, etc. En fait, il y a plein d'acteurs privés. Les comptables, les experts comptables, les cabinets, j'imagine. Exactement, qui se sont saisis de cette brique logicielle et qui en ont fait un outil, qui l'ont... voilà, après, ils le retravaillent. Bien sûr. Pas tel quel, mais c'est un actif. Exactement, c'est un actif et ça permet de baisser le coût d'entrée pour aussi des plus petits acteurs et de créer des nouveaux services pour les citoyens. Et donc, c'est comme ça aussi qu'il y a des services qui se sont développés à partir de
cette brique. Donc je pense que ça, c'est vraiment une tendance qui reste d'actualité de plus en plus. Après, bon, je pourrais aussi parler d'intelligence artificielle, évidemment, qui est Le sujet que personne ne me cite en tendance. Mais du coup, je ne vais pas vraiment tant s'en parler, parce que je pense vraiment que ce côté, se dire que l'État est capable de mettre en place petit à petit voilà, une sorte de plateforme qui permette à d'autres de construire des choses, ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est pareil, DataGouv, c'est exactement l'illustration de ça. C'est ce que j'allais dire. Le numérique, tu peux faire du commun numérique, tu peux faire du commun data, tu pourras faire du commun IA. C'est Ouais, une exactement. technologie. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une Ouais. tendance qui est toujours un peu d'actualité, parce qu'en fait, ça peut continuer, quelle que soit la technologie. Et DataGouv, c'est un super exemple de ça, c'est-à-dire c'est le portail des données ouvertes de l'administration. Le premier truc qu'on nous aide quand on disait, ben maintenant, encore une fois, il y a la loi pour une république numérique, etc. Donc il y a un cadre législatif qui pas permet, mais qui oblige les administrations à publier les données qui sont d'intérêt public. Donc c'est quasi toutes les données, hein, sauf si elles Ouais. sont données personnelles ou secret défense. Ou santé, j'imagine. Ou santé, effectivement. Le premier réflexe, c'était de nous dire, mais pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'on va... Ça sert à quoi de faire ça? Et en fait, c'est ça le principe, c'est qu'on ne sait pas tant qu'on n'a pas ouvert. Et en fait, quand on ouvre, on se rend compte que il y a des gisements d'opportunités. Ouais, voilà. Il y a des entreprises qui s'en servent, il y a des associations qui s'en servent, qui vont faire des trucs auxquels on n'avait pas pensé. Des services, ouais. Voilà, les données de valeur foncière, en fait, c'est hyper utile pour plein d'agences immobilières. Bien sûr. Plein de choses avec. C'est comme ça qu'il y a meilleurs agents, peut-être. Exactement. Les meilleurs agents qui existent, c'est grâce à ça. Bien sûr. Et c'est le même principe pour plein d'autres technologies, que ce soit de la donnée, des briques logicielles, des API. Tout ça, c'est vraiment ce qui constitue l'État plateforme. Donc je pense que ça reste une tendance d'actualité pour nos prochaines années. Ok. Merci Yoa. Écoute, j'étais ravi d'échanger avec toi sur tous ces sujets. C'était très riche. Si on cherche à te joindre sur LinkedIn, si je sais pas, de l'auditoire cherche à écrire, à t'écrire ou à réagir à tout ça. Ouais, avec plaisir. Donc mon LinkedIn c'est Yoa, Y-O-W-A, Muzadi, M-U-Z-A-D-I. Donc moi je serais ravie je suis ravie toujours d'échanger avec des personnes qui ont à cœur soit le produit, l'intérêt général, les communs numériques, voilà, tous ces sujets-là, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis sinon, souvent on organise des forums ouverts chez DataGouv, c'est une fois par mois. Et ces forums ouverts, ils peuvent être aussi l'occasion de comprendre un peu mieux et de voir un peu plus comment on fonctionne dans le numérique de l'État. Donc ça aussi, bienvenue à toute personne qui souhaiterait y assister. Excellent, excellent. Il n'y a plus qu'à se rendre au forum ouvert. Ouais. Excellent, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!